est chargé de réviser la Constitution sont deux affaires qui seront tranchées par le tribunal de l'actualité de ce soir, dont j'ai la charge de présider. Vous l'aurez certainement soupçonné. Pour ouvrir le débat avec moi, le juge Mohamed Youssouf Bachili, alias Rasbach. Les juristes non moins porte-parole du CDR. Bonsoir Rasbach. Bonsoir monsieur. Également la juge Fatoumata Sako Dina, elle est de la barre présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, à Bamako, les constats macabres sont devenus monnaie courante parce que l'insécurité s'accroît de jour en jour, se traduisant par des braquages, des cambriolages, souvent des morts d'hommes. Rasbach, à moins d'un mois, un imam froidement assassiné, un opérateur également assassiné, des commerces cambriolés, la liste n'est pas achevée. Comment vous entrevoyez ces crimes à répétition à Bamako, dans la capitale? Merci beaucoup, monsieur le juge à trois têtes. Vous l'êtes également ce soir. Merci pour l'invitation. La question elle est très cruciale. Elle est très cruciale. Sauf que quand j'ai reçu le terme, je me suis posé la question, est-ce que le mot recrudescence convient à la situation actuelle? D'autant que c'est quasiment une constance depuis 4-5 ans. Le mot recrudescence, par définition, c'est l'aggravation avec une période courte d'accalmie. Ce que je ne semble pas avoir entrevu dans la marche de la vie des citoyens dans ce pays. Tout ce que vous venez de décrire de macabre sont quasiment un peu devenus le lot quotidien des moyens du pays. Vous savez que la sonnette d'alarme... Donc vous pensez que ce n'est pas un fait nouveau? Je vous apporte des preuves complètes que tout le monde, tous les auditeurs et téléspectateurs peuvent vérifier de chez eux, chez soi. En tapant sur Google, en 2014, le Républicain 17 décembre titrait déjà l'assassinat attaque à main armée en plein jour, à 19h à 2014. Magazine, le 21 juillet 2015, braquage, vol à main armée et manière réclame plus de sécurité. Mettez la violence à Bamako 2014. Le lourd article qui sort, selon les mois. En 2016, vous avez l'insécurité dans la cité. Bamako, une ville western sans chevaux. 2016. On arrive en 2017. Attaque à main armée, braquage, vol avec violence. Bamako, la capitale, devient une ville à la merci de ma femme. En 2018, un jeune homme, un taxi et des armes de guerre saisies. Donc, c'est quasiment devenu quelque chose de banal. C'est devenu quelque chose de banal. Et pour le comprendre, il faut se poser 3 questions. S'intéresser d'abord à la nature de la violence, les moyens utilisés par cette violence. Deuxièmement, la qualité de l'auteur de ce qui perpétue ces violences. Leur âge biologique, leurs conditions sociologiques. Troisième question, il faut se poser la question sur le but recherché à travers ces violences. Et quatrièmement, les forces, les institutions mises en place censées réprimer ce type de violence à travers les recherches de leurs auteurs, leurs poursuites et leurs condamnations. Et cela vous donnera une vue d'ensemble des causes qui n'ont de seul responsable que le pouvoir public. Justement, est-ce que vous êtes en train de mettre en cause l'inefficacité des instruments chargés vraiment de réprimer ces crimes? Voici, je vous donne des indicateurs très simples. En 2006, et vous avez la présidente à l'époque de la Commission nationale chargée de lutter contre la prolifération des armes légères, qui était la générale Koulibaly Kani Diabaté. Elle faisait état à l'époque en 2016, 2014, tenez-vous bien, de l'existence de 6000 armes en circulation. 6000 armes en circulation, sans compter les armes artisanales. Et en 2018, le dernier rapport publié par la même commission de lutte contre la prolifération des armes légères, à travers la colonelle Nema Saga, qui fait état de 130 000 armes en circulation. Et pour terminer sur ce chapitre, vous avez un article qui nous rapporte l'entrée, si vous voulez, sur le sol malien de 40 000 armes, fusils de chasse, légalement, par suite d'une licence d'importation accordée à un coopérateur économique par le ministère
l'Intérieur d'importer 40 000 armes de chasse. Et je ne crois pas que les militaires ont besoin des armes de chasse. Ok, on va arriver. Vous avez une idée du nombre d'armes en circulation en 2018, 130 000 armes en circulation contre 6 000 il y a 4 ans, en 2014. Ce qui traduit une explosion du nombre d'entrées de circulation des armes dans ce pays, comme si c'est un pays qui n'a pas de frontières, à l'intérieur qui n'a pas de service de contrôle, aux frontières qui n'a pas de service de contrôle et qui n'a pas de service de répression. Donc les armes circulent au point qu'on les ramasse dans les taxis, des armes de guerre. Ok. Gina, est-ce que vous pensez également comme Razbach que l'insécurité elle est récurrente du fait que l'État n'arrive pas à récupérer les armes qui sont sorties souvent des casernes à la suite de la crise multidimensionnelle de 2012? Non, pas du tout, M. Sidibé. Je ne pense pas comme M. Mohamed Abdelakidi. Et je voudrais juste qu'il m'apporte une précision parce que quand il parlait de la générale Kani Diabaté, il a dit 2006. 2014. Ensuite, il a dit 2014, il avait dit 2006. Je pense que c'est 2014. Ok, donc c'est parfait. Donc c'est 2014-2018. Ceci dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de ces crimes crapuleux, que moi j'appelle crimes crapuleux et isolés, de ces dernières semaines. Le cas de l'imam Yatabari qui a été fait à son âme, qui a été assassiné par un de ses oulémas. Nous avons appris que la personne priait dans sa mosquée pendant près de 3 ans. Du jeune apprenti qui a été sauvagement assassiné hier soir. Et de tous les autres, de l'opérateur économique, je crois qu'il y en a 2. Il y en a un qui a été abattu il y a quelques jours à Zermi par des bandits qui ont même laissé leur âme. Et de celui qui a été tué par son ami. Ça, il n'y a pas de crime plus crapuleux que ce cas-là. Et moi, je ne parlerai pas, on va être d'accord sur la recrudescence. Moi, je ne suis pas d'accord sur le mot recrudescence non plus. Et cette criminalité, nous ne la connaissons pas depuis ces temps-ci. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de recrudescence. Voilà, non, mais parce que la PISCO s'emparer de la capitale. Vous savez, M. Sidibé, et l'avènement des réseaux sociaux a beaucoup facilité le partage d'informations. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui passent leur temps 24 heures sur 24 connectés sur Facebook. Il suffit qu'il y ait un petit problème, ils sont là, ils cliquent, ils partagent, souvent il y a beaucoup d'erreurs. C'est sûr, moi je vais vous parler de 2 cas qui datent de 80. J'étais très jeune à l'époque. Beaucoup peut-être ne le savent pas, parce que maintenant, ceux de ma génération ne sont pas beaucoup sur Facebook. Mais moi, j'ai 2 hommes qui ont été assassinés dans les années 80. Il y a l'opérateur économique qui était promoteur d'une station-service, Diakité, l'une des plus grandes stations privées du Mali. Ça s'appelait Arc-en-Ciel, à Djelibougou. La station existe toujours, mais évidemment. Et ça a changé le propriétaire du logo, qui a été abattu un jour, je crois au mois d'octobre, à 20h30 dans sa station-service. C'était dans les années 80. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas de téléphone au Mali, il y avait les téléphones fixes dans les services. Ça, c'est le cas. Deuxième cas. Donc, vous pensez que les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur? Mais bien sûr, ce n'est même pas un réseau, c'est un réseau plus amplificateur. Et je voudrais terminer. Un deuxième cas que je vais vous citer, il y a le petit frère du footballeur Abdoulaye Diawara, communément appelé Blocus, qui s'appelle Bararijan, paix à son âme aussi, qui a été tué. Il était le promoteur d'une des rares boîtes de nuit de l'époque qui s'appelait Cotton Club. Et cette boîte de nuit se trouvait en plein centre de Bamako, qui a été abattu devant sa boîte de nuit. Ça, je vous dis, ça c'était en 86. C'est quoi la criminalité? La criminalité, c'est l'ensemble des actes criminels commis en une période donnée et en un milieu donné. Maintenant, elle est un peu partout. Donc, ce n'est pas un milieu donné, c'est à Bamako, mais il faut aller chercher les raisons de cette criminalité et ailleurs. Ce n'est pas lié au déficit des forces de police ou au déploiement des patrouilles de police. Et dites-moi, vous voulez qu'un commissaire soit dans le Sotama où le jeune a été abattu et au froidement égorgé hier soir? Un commissaire ne pouvait pas, ou un agent de police ne pouvait pas se trouver dans ce Sotama-là. Et puis, si on analyse ces faits qui donnent foi dans le dos, apparemment ça a été commis par un jeune garçon, je ne sais même pas s'il est majeur. Doit-on amputer la faute aux politiques ou au pouvoir en place? Moi, je ne le pense pas.
Rasbach doit dédouaner le gouvernement par rapport à tout ça? Je suis quand même un peu étonné. C'est d'une part ma grande sœur, c'est d'une part ma tante, c'est aussi un camarade de conviction de lutte, qu'on puisse dédouaner l'état de la psychologie criminelle des citoyens. Vous savez, c'est un domaine très très spécifique, la criminologie. Il y a plus que la psychologie criminelle, qui est étudiée dans les universités par des sciences qui s'appellent la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, qui permet au pouvoir public d'appréhender les modifications, les mutations sociologiques susceptibles de provoquer, d'entretenir, d'amplifier le profil criminel dans une société. Il est du ressort de l'État comme un enfant. Nous, quand on était jeunes, je suis très jeune, plus jeune par rapport à elle, mais quand on s'est bagarré et que le sang jaillissait tout de suite, c'était fini la bagarre dans notre enfance. Quand il y avait mort dans une rue, on y passait par là. La plus forte raison d'accompagner les morts au cimetière. Mais aujourd'hui, les enfants se font des selfies dans les tombeaux. On s'est habitué avec le sang, il n'a plus d'impact sur nous. On va vers la banalisation. Justement, ça interroge le sociologue, ça interroge le psychologue, ça interroge le psychanalyste. D'accord? Je vous donne des faits. Vous avez parlé des policiers. Je vous cite les policiers, pas moi. Voici ce que les policiers vous disent. En 2016, une rencontre tenue par les syndicats des policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que les charges, ils disent que les policiers qui doivent prendre en charge les frais, les enquêtes ressortent que seulement une dotation de 10 litres de gasoil est prévue pour effectuer les patrouilles et les rondes de la police de 10h à 6h du matin. Les policiers n'ont que 10 litres de gasoil par jour. C'était en 2016. D'accord? Ils vous disent plus loin quoi? 90% des ordinateurs appartiennent aux policiers et 10% restants appartiennent à l'administration sont pour la plupart obsolètes. Même les véhicules, ils n'en ont pas. Je suis au courant de beaucoup de conditions de vie. Ça, c'est le cri de cœur des policiers. Je vous amène encore. Voici pour vous expliquer comment une société peut se transformer en une société criminelle. Vous avez le facteur des stupéfiants là-dedans. Le Mali en 2018 a pu comptabiliser 32 091 comprimés de trapanol. Vous savez c'est quoi le genre de médicament ça? Il est prescrit au fou. Je ne suis ni pharmacien ni psychologue. Vous êtes venu à un débat censé avoir les éléments de réponse. Elle va réagir. Le trapanol est un comprimé qui est prescrit à ceux qui font la folie. Il stimule la violence, ça les calme. Ok? En 2015, source, Direction nationale du commerce et de la concurrence, 3 milliards de francs CFA ont été la valeur d'alcool importé. En 2015, 4 milliards. En 2016, 5 milliards de chiffres donnés au niveau de la direction. Vous savez, ça s'explique par quoi? C'est la faillite de l'État. Je vous avais expliqué 4 éléments. Si vous me donnez 4-5 minutes, je vous explique. Ça permettra... Elle va réagir d'abord. Ça arrive. Mais c'est comme ça que le débat peut se situer. Je vous ai dit que pour comprendre la violence, ça allait nous permettre de bien comprendre. Il faut citer sur la nature des moyens utilisés. L'âge et la situation sociale de l'auteur de la violence, le but recherché à travers la violence et les conditions des hommes en charge de réprimer la violence. Si on s'interroge sur les premiers points, on a parlé des moyens utilisés. Du bâton, on passe maintenant aux armes de guerre. Violence. De 3h du matin, c'est à 19h. Ça indique le degré élevé de la criminalité. La qualité, l'auteur, il se situe entre quelle frange d'âge? 18 à 35 ans. Faites une statistique dans les commissariats. C'est des jeunes. Et pourquoi? C'est des jeunes qui font ça. C'est dans le but que vous avez la réponse. Le but, il est économique. Il vise à quoi? À se procurer des biens marchands commerciaux, économiques. Et cela traduit le chômage. Vous avez combien de chômeurs? Statistique de la Banque mondiale, 200 000 chômeurs par an. 1 million en un quinquennat. Et lui, son président a dit que je promets 200 000 emplois en 5 ans. 200 000 moins 1 million, ça veut dire qu'il laisse 800 000 chômeurs en un quinquennat. Ces 800 000 chômeurs vont vivre de quoi? Avec à leur portée 130 000 armes. Madame. Est-ce que vous pensez, comme Rasbach, que les jeunes qui commettent ces crimes-là sont à la limite des laissés pour compte, ou, s'il vous plaît, où le gouvernement ne dote pas assez la police, le matériel adéquat pour combattre ces crimes? J'ai des bons chiffres ici que je vais vous donner qui sont basés sur des éléments réels, ce n'est pas de la fiction. Mais je voudrais déjà vous alerter sur le temps de parole.
Il faut que M. Batili comprenne qu'il n'est pas dans un de ces monologues futiles et inutiles. S'il vous plaît. Non, parce que je veux avoir droit au même temps de parole. Allez-y. Et je vous assure, non, vous aurez le même temps que vous jouez M. votre rôle Batili. de modérateur. Ceci dit, il a cité le nom d'un médicament que je n'ai pas bien saisi. Tramadol. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai écrit tramadol ici, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit trapadol, quelque chose comme ça. Il peut le dire. Allez-y, c'est Moi, moi je lui ai posé la question, voilà. Donc, il a déjà, c'est le tramadol, il parle de stupéfiants, c'est très bien. Il aurait dû maîtriser le nom de tramadol, qui est un calmant, tout simplement. Chacun peut faire la recherche sur Google. Ici, le tramadol est un calmant. Donc vous êtes médecin maintenant? Non, mais je le sais. Je peux tomber malade. Je n'ai pas dit que je ne suis pas pharmacienne. J'ai dit je ne suis pas pharmacienne. Vous savez, monsieur. Vous savez, monsieur. Vous savez ce que c'est que Vous le savez mieux que moi, en tout cas, monsieur Batili. Voilà, allez-y au fond. Tous les malins de 91 comprimés saisis. Vous savez, monsieur Batili, votre spécialité, c'est de dire beaucoup de contre-vérités. Vous avez la latitude de dire. S'il vous plaît, répondez à ma question. C'est pas moi. Rasbach, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, revenons à la question. Non, monsieur Sidibé, vous ne pouvez pas Est-ce que vous pensez... et ne pas me permettre de parler est-ce que vous pensez de mon président. Ok, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la police est dans les conditions idoines? Je vous ai dit que j'ai les chiffres ici. Ok, l'office central des stupéfiants. S'il vous plaît, on va parler un à un, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, madame. Et il a parlé de, vous savez, il a parlé de mon président. Il a d'abord parlé de stupéfiants, de trapateur ou quoi. C'est lui qui sait dans sa tête ce que c'est. Il a parlé de mon président. Moi, je n'ai pas un président. Il y a un président qui a été élu par tous les Maliens. On ne va pas encore le faire. C'est pas parce que lui, il n'a pas voté. Madame, pour gagner du temps, revenons à la question. Mais dans ce cas, vous me regardez tous les deux, vous me permettez de parler. Parce que la spécialité de M. Batili, c'est de dire beaucoup de contre-vérités, c'est de dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays. Donc vous avez l'attitude de démentir. Voilà, on va arriver aux propositions. Sans rien proposer au finish. Il est dans le déni de la réalité. Il est dans l'insinuation perpétuelle. Madame, je vous donne des chiffres officiels. Vous savez, M. Batili, quelqu'un a dit que la plus grande de nos libertés est celle qui nous libère de la peur. Clairement. Vous êtes celui qui manipule la peur de nos concitoyens. Ce n'est pas Monsieur Batili. Aujourd'hui, c'est l'insécurité du Mali. S'il vous plaît, vous êtes là pour expliquer la politique. Vous êtes là pour expliquer la politique et votre président par rapport à l'insécurité. Le débat n'est pas autour de c'est pas Batili. Mais quand il m'interpelle sur mon président, je suis obligé de réagir. C'est le président, nous tous. Mais voilà, dans ce cas, il faut le lui dire. Moi, j'ai les vrais chiffres ici. Vous savez l'état des réalisations du ministère de la Sécurité, de la Protection civile au titre 2013-2018. Il a parlé de 2004. Mais est-ce que le policier ne parle pas du manque de moyens, Madame Sako? Vous savez, quand il y a eu l'attaque du Radisson, je vais vous donner un exemple concret. Quand il y a eu l'attaque du Radisson, le policier qui est arrivé, le commissaire du 14e qui est arrivé là-bas, n'avait pas de gilet ni de casque. Aujourd'hui, il n'y a pas un policier malien qui n'a pas un gilet pare-balles, qui n'a pas son casque. Il n'y a pas un policier malien. Je vous mets au défi de le montrer. Mais est-ce qu'il n'y a pas de décalage entre ce que vous appelez cette réforme-là et le résultat sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage flagrant? Mais il y a quel décalage? Je vous dis, je vous donne les chiffres. Quand vous dites que les policiers sont dans de bonnes conditions, je vais vous dire, et qu'on arrive ces crimes en termes de renforcement de capacité opérationnelle, il y a eu des formations qui étaient organisées pour mettre en adéquation les méthodes nouvelles de guerre avec celles de notre police. Les nouvelles méthodes de guerre, c'est quoi? C'est la guerre asymétrique, c'est la cybercriminalité, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Et ça veut dire que nos policiers ont bénéficié de formation à l'étranger. Et il y a eu l'achat d'équipements. Et il s'agit essentiellement de moyens matériels. Il y a 527 véhicules qui ont été mis à la disposition des forces de police. Il y a 46 ambulances. Il y a 286 motos. Il y a des effets d'habillement et de transmission, des armes et des munitions qui ont été mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité. Comment peut-on nous dire ce soir que ces forces de défense et de sécurité sont devenues? Rasbach, est-ce que je vous êtes en train d'ignorer tous ces efforts du gouvernement? C'est la question, je me demande si on est dans la même république. Parce qu'il y a moins d'1 mois, les policiers ont failli marcher. J'étais aux obsèques de l'un de leurs qui a été tué au cours d'un maintien d'ordre fin décembre ou quelque chose en commune 1. Pourquoi? Parce qu'ils ne portaient pas de casque. Ils avaient déposé un préavis de grève. J'ai interviewé les auteurs. J'étais aux obsèques à l'école de police.
dans la revendication, c'était de leur doter des casques. Il y a moins d'un mois. C'est pourquoi je me demande si on est dans la même République. Je n'ai pas dit que c'est moi qui parle. J'ai cité les responsables des policiers dans le cours d'une interview qui te disent les conditions dans lesquelles ils travaillent. Je lui donne un indicateur. Elle a énuméré tous ces moyens, ces chiffres qui peuvent manipuler les esprits faibles. Tenez-vous bien le commissaire du 3e arrondissement. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il a été interpellé, invité à une conférence organisée par les populations de la commune 2 par rapport à l'insécurité? Il leur a dit qu'en commune 2, il a une superficie de 16 km à couvrir, 20 000 à 200 000 habitants à sécuriser, et que par rapport au nombre de policiers à sa disposition, ça veut dire qu'il a 1575 individus à sécuriser par un policier. Un policier pour 1575 individus. Et sans compter, d'après lui, la grande mosquée, les dépôts de gaz, zone industrielle, Stade Modibo, les bars et autres. Vous savez, nous avons l'effectif de la police du Mali, c'est combien? Source Interpol, 7 000. Le ratio de sécurité de police par habitant. Vous avez une idée là-dessus? Non. Je vais vous le donner. Écoutez-moi, je vais lui donner les chiffres. Elle a été s'informer au niveau du ministère de la Source, de la Sécurité par rapport aux moyens qu'ils ont payés. Ces moyens par rapport à la mission, à l'étendue de la mission. L'efficacité des moyens est fonction de l'étendue de la mission. C'est cela l'efficacité des moyens. Je t'ai donné une daba pour cultiver combien? 20 hectares, ça sert à quoi? Le daba. C'est cela. Voici ce que vaut. Ratio international. Il faut 100 000 habitants. 100 000 habitants. C'est ce qui relève comme charge de sécurité par rapport à une unité de sécurité. Au Mali, on a 7 000. 18 millions divisé par 100 000, ça vous donne combien? 180 000. 180. 180, vous divisez 7 000 par 180, ça vous donne combien? Ça vous donne 38 policiers pour 100 000 habitants. C'est le chiffre, l'indication que tout le monde peut vérifier international. En France, vous avez en Espagne 1500 et quelques policiers pour 100 000. En France, 200 et quelques. Et ainsi de suite. Allemagne, 280 et quelques comme ça. France, 160 et quelques policiers pour 100 000 habitants. Au Mali, on a 38 policiers pour 100 000 habitants. Et vous avez le chiffre qui est confirmé par le commissaire du 2e arrondissement. Un policier a pour mission de sécuriser 1575 habitants. Source commissaire du 2e arrondissement. 1575 habitants. Ça veut dire qu'il y a un déficit en termes de personnes ressources. Il y a un déficit en termes de logistique. Il y a aujourd'hui un déficit même en termes de volonté politique. Je m'explique très bien. En termes de volonté politique. Très rapidement. En termes de volonté politique. Rien que sur les policiers, moi je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Parce que ça c'est pas tant. 10 litres d'essence pour 24 heures patrouille, ça ne vaut même pas 1 km à la ronde. Ok? Ben, de deux, qu'est-ce qui a été renforcé? Les policiers eux-mêmes se plaignent de la qualité même des formations. Écoutez, sergent, il dit, les instructeurs ne maîtrisent pas leur sujet et leur niveau est très bas. Il serait sérieux de mettre ces fonctions en compétition. Ça, c'est le syndicat national de la police qui met eux-mêmes en cause la qualité de formation qui relève de la politique sécuritaire des autorités actuelles. Ok, d'accord. Donc, lorsque la politique est défaillante, les moyens sont déficitaires, les hommes sont déficitaires, vous voulez fabriquer un résultat sur la base d'un certain nombre de chiffres et vous étonnez et dire que l'État a mis beaucoup de moyens, 280 motos, quelques trucs comme ça, quelques trucs là, et que tous les policiers aujourd'hui sont dotés de gilets, que tous les policiers aujourd'hui ont des casques. Ils vous écoutent, les policiers. Un policier s'est fait tuer récemment, il y a moins d'un mois. Défaut des casques. S'il vous plaît, Fatoumata Sako, vous l'avez dit, l'État a fait des efforts pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans des bonnes conditions pour mener à bien leur mission, mais malgré tout, une certaine opinion commence à réclamer la tête du ministre de la Sécurité. Est-ce que c'est une demande sévère? Vous savez, je suis contente qu'il ait cité le cas de la France, parce que si je vous donne les chiffres en France, je crois qu'il y aurait plus, c'est pas un... Il serait bon que vous répondiez très Oui, je vais répondre, mais je ne peux pas le laisser raconter. Allez-y, Elle me taire sur ça, monsieur Sidi, mais ça ne marche pas. Nous sommes dans un débat. Et vous m'interrompez à chaque fois, vous le laissez parler, mais ce n'est pas grave, je sais me défendre. Et il a fait cas de la France. Vous savez combien de meurtres il y a en France par jour ou par an? Je vais vous donner les chiffres par an. En 2016, il y a eu 892 meurtres.
Je ne dis pas en France, à Paris. Et là-bas, ça se compte à la seconde. Aux États-Unis, je ne vous donne même pas le chiffre. C'est 357 par jour, ça donne 3 dans le monde. Nous pouvons tous aller faire des recherches sur le net. Les chiffres qu'il vient de donner, je ne sais pas d'où il les sort. Mais ce qui est sûr, et 569 000 ménages ont été victimes de tentatives de braquage. Quand le ministre Bruno Leroux l'a expliqué, personne n'a demandé sa tête. Au contraire, les gens ont demandé à ceux qui déploient plus d'efforts pour leur protection. Ça, c'est d'un. Moi, je vais vous dire, les patrouilles ici, on demande la tête du ministre de la Sécurité, mais bon Dieu, pourquoi? Nous ne sommes pas en politique. Quand il s'agit de questions sécuritaires, c'est des questions supranationales. On ne parle pas de politique. La police effectue plusieurs genres de patrouilles. Un, il y a les patrouilles normales qui sont déployées de jour comme de nuit, mais qui sont renforcées la nuit en cas de besoin. Il y a les patrouilles pédestres. Elles sont dédiées aux missions dans les marchés et dans les lieux publics. Il y a des patrouilles motorisées qui font un travail de veille et de surveillance dans Bamako. Et toutes ces patrouilles sont organisées par les 16 commissariats et les forces spécialisées. Les 16 commissariats du district, et n'oubliez pas les 2 commissariats à la périphérie de Bamako, celle de Kalabankoro et celle de Moribabougou, qui n'avaient pas de commissariat. Vous savez, avec la démographie qui est galopante, on ne peut pas, la sécurité à 100% n'existe pas, et on dit aussi que le risque zéro en matière de sécurité n'existe pas. Et il y a la BAC qui intervient en cas de menace assez importante. Après la BAC, il y a ce qu'on appelle aussi la FSI, c'est les forces de surveillance et d'intervention. Il y a 3 grands checkpoints à Bamako que tout le monde voit. À partir de 23 h, tu te retrouves en ville. On ne peut pas rater les checkpoints des différents ponts. Et en plus de ça, il y a un checkpoint au pont de Weweanko. Ça, tout le monde le sait parce que c'est l'entrée du Mandé. C'est pour éviter justement qu'il y ait le grand banditisme, qu'il y ait le trafic de véhicules. Et toutes ces patrouilles, qu'est-ce qu'elles font? Mais elles font un travail de non seulement surveillance, mais elles font un travail de contrôle. Elles contrôlent non seulement les véhicules, les engins à 2 roues, mais elles contrôlent les passagers qui sont dans les véhicules. Elles contrôlent même les passagers qui sont sur les engins à 2 roues. On ne peut pas faire de comparaison en 2016 et maintenant, parce que la démographie est galopante. Moi, je veux qu'ils me disent, il a parlé de lui-même dans ses chiffres, il a parlé de 1 policier pour 180 000 habitants. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, il dit que le commissaire du 3e ou de je ne sais pas quel arrondissement a dit, quand il voulait aller en grève, qu'il y a 1 policier pour 1000 et quelques habitants. Il faudrait qu'on nous dise, le Mali n'a pas les mêmes moyens que la France qui est la 4e puissance économique du monde. Ça, il faut qu'on se le dise. Vous savez, quand on a l'habitude d'être en face de téléspectateurs ou de suiveurs, on ne peut pas se permettre de venir raconter n'importe quoi dans un débat. Ça ne marche pas. C'est vous le modérateur. Modérez des 2 côtés. Ok. Arasba, est-ce que c'est trop demandé aujourd'hui par une partie de l'opinion qui réclame vraiment la tête du ministre de la Sécurité? Vous savez, elle vient de parler des patrouilles. Encore une fois, allez-y bien vous informer. Ça vous évitera d'avancer. Je suis très bien informé. Ça vous évitera d'avancer. Je suis bien informé et par qui laisseront paraître des choses qui ne sont pas bonnes à vous connaître. Vous savez, je vous cite toujours les policiers, qui sont les hommes du terrain. Les policiers ou les policiers? Les policiers, les 2. Policiers et tout le monde. Qui vous disent ici que nous avons besoin de véhicules pour effectuer beaucoup de patrouilles et les rondes de police. Vous savez, selon le directeur général de la police, combien de patrouilles ont-ils effectué en 2017? 1154 à Bamako. 1658 au total à Bamako, juste l'ensemble du Mali. Vérifiable sur le bord, journaux qui ont rapporté ces rapports. Sur l'ensemble du Mali, ils ont effectué 1658 dans les régions, à Bamako, sur 1154 patrouilles. Vous divisez 1154 par 365, ça vous donne à peu près 3 patrouilles par jour. Et vous savez combien d'hommes sortent pour une patrouille? Vous le savez? Merci. Je vous dis ce que les policiers disent là-dessus. D'accord. Et moi, j'ai les chiffres officiels. Ce n'est pas des policiers. Je vous adore la vie. Écoutez bien ce que les policiers disent. Ils disent que c'est
ils disent que ceux qui n'ont pas assez de moyens confectionnent. Nous achetons même les matériels consommables, notamment le papier, a déploré un commissaire de police. Écoutez bien ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, par rapport, généralement, les véhicules qu'ils utilisent lors des enquêtes, c'est eux-mêmes là. Pour ce qui concerne les équipements ou les fusils qu'ils détiennent, ils disent que les plus dotés, quand ils sortent en patrouille, seuls les inspecteurs et les commissaires ont des armes, disposent d'armes. Tous les autres. Ça, c'est ce que les policiers eux-mêmes disent. Moi, je voudrais La patrouille. Je voudrais bien Au cours savoir. d'une patrouille, que les inspecteurs et les commissaires ont les armes. Le reste n'en ont pas. Ils demandent la dotation individuelle des policiers en armes. Je voudrais que M. Bati Donc, se lorsqu'on me dit citer des policiers. Mais c'est le syndicat qui parle ici. Mais je voudrais qu'il cite les noms des policiers parce que nous sommes dans un débat. C'est ce que je vous ai dit. Vous savez, il faut faire la différence. Journal Le Non, Pays, 24 novembre Mais le pays, 2016. Excuse-moi. Je vous laisse ça aussi. Monsieur Bati, Je vous cite le commissaire du 3e arrondissement, Moussoubi Arbi, qui est cité là-dedans. Dans un journal. Vous avez dans un journal qui s'appelle Le Reporter, l'article de le journaliste s'appelle Nahan Moumama. Journal Le Reporter. Moi, je ne me fie pas à ce que racontent des journaux. Mais c'est les journaux. Vous venez de dire un nom. Mais ça, c'est très bien parce que vous citez des policiers, mais vous ne dites jamais de nom ni de commissariat. C'est le syndicat de la police qui le dit, qui appelle les journalistes qui leur font part de leurs conditions de travail. Bon. Le préavis de grève qui a été déposé par le syndicat de police, les doléances ont été rendues publiques, dans lesquelles doléances nous déterminons qu'il y a l'absence de casque, mort d'un policier pour défaut de casque. Moi je suis Saracolé, j'écris. Ça ne veut pas dire que je suis Saracolé. Mon ton, je le maîtrise. Mais dans ce cas, quand vous êtes en face d'une femme, et puis même si dans un débat, moi je suis Saracolé aussi. Mais je lui ai posé une question, il était content d'y répondre, mais il ne l'a pas fait. Vous m'avez parlé de la patrouille. Je vous ai donné le nombre de patrouilles. Vous m'avez parlé des conditions de patrouille. Les conditions le nombre d'hommes qui sortent pendant une patrouille. Le nombre. C'est ce qui s'est passé. Vous savez en moyenne combien d'hommes sortent pour une patrouille? Mais le nombre est quoi? S'ils n'ont pas le moyen. C'est vous qui le dites. Le nombre, il est quoi? Mais c'est vous qui le dites, monsieur. Le nombre est quoi? Mais c'est vous qui le dites. La police, c'est le moyen. Et ne pensez pas que la police, c'est le moyen. Et le moyen de la police, ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. C'est le moyen matériel. Monsieur votre police a déposé un préavis de grève. Votre police se plaint du nombre de carburants qu'il a fourni par jour. Votre police se plaint de l'absence de gilet de pare-balles. Votre police se plaint de tout. Et vous voulez dire que la police est incompétente? Que la police est dans toutes ces conditions? S'il vous plaît, on va parler. Moi, je vais. Madame, ça passe. Voilà, on va reprendre. Vous m'avez posé une question. Le temps joue vraiment contre nous, s'il vous plaît. Vous allez réagir à cette demande d'une partie des associations religieuses qui demandent le retour de l'application de la peine capitale, la peine de mort. Il y a 500, entre 500 et 800 hommes. Non, parce qu'on était sur une question. Monsieur Sidibé, c'est facile, moi, de m'interrompre à chaque fois. Et vous le savez, monsieur Batini, quand il continue, vous lui dites oui, juste une minute. Loin de moi, c'est impartialité, madame, s'il vous plaît. Monsieur Batini, il y a entre 500 et 800 hommes qui sortent en moyenne dans une patrouille. Et souvent, les patrouilles maliennes sont accompagnées par les hommes de l'amunissement pour qu'ils fassent leur... Je parle des patrouilles qui sortent tous les jours de le commissariat. Je parle des patrouilles sur l'ensemble. Une patrouille d'un commissariat de localité précise. Je parle des patrouilles dans votre commune. S'il vous plaît. Non, je veux qu'elle me précise. Oui. Vous allez réagir, s'il vous plaît. On va parler. Lequel a donné le nombre de patrouilles? S'il vous plaît. Une patrouille est composée d'une unité de base. Ah, c'est ce que je veux que vous me dites. Une patrouille parle de 15 personnes. Dans le commissariat, une patrouille dans mon quartier. Dans le district de Bamako. C'est pourquoi la patrouille conduite par qui? La patrouille conduite par le commissariat du 15e arrondissement. On n'a pas pris la même Prenons le 5e arrondissement. langue. Quand le 5e arrondissement On fait des patrouilles, est-ce que c'est 500 hommes? Ou on n'a pas la même maîtrise de la langue. Je vous ai posé une question. Dit... Lorsque le commissariat de votre commune mène une patrouille, c'est avec combien de personnes? On va parler. Elle me parle de 1000, non. Oui, mais je veux qu'elle soit assez technique et scientifique. Vous allez la patrouille au niveau local.
Non, moi je suis Ngolo, je ne suis pas Pierre pour maîtriser la langue de Molière. D'où la raison de bien m'expliquer. Une patrouille conduite par un commissariat local est composée à la base de combien d'hommes? Vous savez, vous manipulez la c'est facile les 500. Est-ce que le commissariat est-ce que le premier arrondissement a 500 sont? Est-ce que le deuxième arrondissement a 500 sont? Troisième arrondissement a 500 sont? Madame, terminez s'il vous plaît. Non, c'est par respect pour les auditeurs que je vais l'obliger à préciser sa pensée. Madame, s'il vous plaît, revenons. Non, intellectuellement. Madame, intellectuellement. C'est moi, si vous avez une patrouille de votre commissariat est composée de combien d'hommes? S'il vous plaît, cette demande. Madame, un débat partout dans le monde est interactif. Vous devez être psychologiquement armé à supporter, à tisser, préciser. Ce sera un débat. Moi, je ne suis pas. Ce sera un débat. Vous savez, non. Ce sera un débat, madame. Vous savez ce que les Maliens attendent de nous? Non, ils attendent de nous la clarté, ils attendent de nous la précision, ils attendent de nous des on analyses va objectives. aller à l'autre sujet si vous ne voulez pas réagir. Vous dites... Allez-y, réagissez maintenant s'il vous plaît. À cette demande des associations religieuses. J'ai clairement dit, non, je termine sur mes patrouilles. Allez-y, terminez sur la patrouille. J'ai clairement parlé de plusieurs patrouilles. J'ai parlé de patrouilles pédestres. J'ai parlé de patrouilles motorisées. Et c'est l'ensemble des patrouilles qui composent 500 et 800 hommes par moyenne. Et selon les besoins et selon la situation sécuritaire, c'est vérifiable partout. Vous savez, M. Bathily pense qu'il est le meilleur dans son domaine, c'est-à-dire qu'il est manipulé la peur de nos concitoyens. Monsieur Bathily, vous prenez la haine, vous prenez la violence. Le plus grand apport de la haine au Mali, il est en face de moi, c'est vous, Mohamed Bathily. S'il vous plaît, mais ne pensez pas que c'est en criant. Ne pensez pas que c'est en criant que vous allez. Les chiffres à la base, c'est cela, madame. On va maîtriser votre souffle, maîtriser votre émotion. Laissez Bathily. Faites comme si je n'existe pas. Adressez-vous aux auditeurs, aux téléspectateurs. Donnez-leur la quintessence de la politique de l'homme dont vous êtes venu soutenir les actions ici. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pas Rasbati. Faites comme si Bathily n'existe pas. Faites comme si Bathily n'existe pas. On vous écoute. Donnez des éléments. Donnez des éléments. S'il vous plaît. Donnez des éléments. Les micros sont Bathily n'existe pas. Les micros sont fermés. Alors, deuxième thème de l'émission, malgré la crispation du climat politique, le gouvernement vient d'ouvrir les débats pour la révision de la Constitution. C'est pourquoi il a procédé à la nomination des experts chargés de se pencher sur la question. Rasbach, déjà quelques jours après la mise en place du comité d'experts chargés de réviser la Constitution, on entend quand même quelques grincements dedans. Certains trouvent déjà que ce n'est pas au Premier ministre de composer ces comités d'experts, c'était plutôt le rôle du président de la République de le faire. Est-ce que vous entrevoyez la chose de cette manière? Suivant la Constitution, toute initiative de révision constitutionnelle revient au président de la République. Il revient au président de la République qui, dans sa matérialisation, alors appelle le gouvernement pour conduire le projet dans l'Assemblée. Mais je ne m'attarde pas sur cet aspect qui, pour moi, je ne saurais pas, peut-être que le président, par un décret, a saisi le gouvernement pour la mise en place de cette activité. L'absence de ce acte, je ne m'aventurerai pas à m'attarder sur la forme, le Premier ministre n'aurait pas dû ou pas. Je vais directement au fond. Dans la forme, j'approuve la mise en place de ces politiques qui a manqué il y a 2 ans, quand on était avec elle à Ante-Abana. La mise en place de ce comité qui avait été mis en place, mais dont la conduite n'était pas assez inclusif, je veux dire. Lorsque on prend le communiqué qui est en face, qui a été rendu public par la cellule de communication de la primature, les 11 membres ont été nommés, mais leurs canevas seront définis par 2 pôles composés à la fois techniques, les partis politiques, la société civile et les experts de l'autre côté, et les TDR, les sujets sur lesquels ils vont être amenés à se pencher là-dessus, qui sont bien énumérés, les orientations, la modification de la loi électorale, les projets de loi organique, le chronogramme de consultation, les projets de textes portant création de circonscriptions, ainsi de suite, sont très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, dans la forme qu'on trouve un cadre de participation de la société civile, de toute la classe politique là-dedans, ce qui permettra à chacun de dire ce qu'il pense, quelle partie de la Constitution souhaite-t-il qu'il soit modifié, par quoi et pourquoi. Et donc, ce qui m'a le plus agréé
c'est que lorsque vous lisez le texte à son entame, vous dit que la société civile et les partis politiques auront pour mission de valider les propositions que le comité d'experts va soumettre. Au fait, ça veut dire que c'est eux qui allons animer le débat, et c'est eux qui vont aussi encadrer les experts, et c'est eux qui vont par la fin aussi valider les propositions que les experts élaboreront à l'issue des débats et qui auront été menés par les partis politiques, les sociétés civiles et tout le monde. Donc le pouvoir de validation qui revient au Conseil national de consultation est quelque chose qui pour moi est gage d'inclusivité, est gage de participation de tous au débat. Encore qu'ils soient franchement animés de bonne volonté. Encore que le mécanisme de participation et de conduite puisse être assez transparent, puisse être assez inclusif et puisse être animé de bonne foi pour que nous ne tombions pas dans quelque chose qui s'appelle un peu de la suite du superflu, de quelque chose de superficiel. On a mis juste la forme d'inclusivité, mais au fond, on a mis les moyens pour verrouiller afin que ça puisse aboutir à son but. Okay. Donc, il revient à chacun, à l'intérieur du débat, de veiller à ce que ce qui a été mis dans la forme puisse être conduit dans le fond, afin que ce qui ressortira puisse refléter l'adhésion ou la volonté de l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Okay. Ça, j'agrée à la forme. Ok. La question de qui devait composer le comité d'experts, un débat inutile? Oui, comme il l'a si bien dit, M. Mohamed Bachili, moi je pense que c'est un débat inutile et puis c'est un débat qui est dépassé. Il a dit, sauf ce qu'il n'a pas, il dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président. Ce qu'il n'a pas dit, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président et au Parlement, c'est-à-dire aux députés. Et je pense que cela a été respecté. L'Assemblée, le président avait saisi l'Assemblée avant de demander d'instruire au Premier ministre de commettre le comité. Donc moi je pense que ça c'est un débat inutile, vu que le comité semble-t-il être inclusif selon ce qu'il a dit. Donc ce débat n'a pas de sens pour moi. Donc vous pensez que c'est un comité inclusif? Il y a des gens quand même qui pensent que des experts comme Daba Diawara et des constitutionnalistes comme Fomba devraient quand même siéger dans ces comités pour garantir, si vous voulez, pour prendre en charge les déshydratats des Ante Abana. Vous savez, M. Sidibé, il n'y aura jamais assez comme vous dites, d'inclusivité ou de contentement autour de la mise en place d'un comité, même s'il était élargi à 1000 membres. Je pense avoir déploré l'absence de Daba Diawara dans ce comité, sur votre plateau ici. Je pense l'avoir fait parce que c'est l'un des plus grands constitutionnalistes de Mali. Je pense que le Dr Fomba aussi, nous avons cheminé ensemble dans Ante Abana. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la charte suprême, qui est la Constitution, et qui détermine l'ensemble des règles les plus importantes du fonctionnement et de l'organisation des pouvoirs publics, la nôtre est assez vieilleuse maintenant. Et tout le monde est unanime qu'il faut aller vers un toilettage ou une révision. Et aussi, nous avons signé l'accord de paix. La crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis a connu son épilogue avec la signature de l'accord de paix, je crois le 20 janvier 2015, c'était si je ne me trompe pas. Et il faut adapter cet accord à la Constitution et non le contraire. Ceux qui sont là en train de critiquer le comité font croire, c'est des messages qui sont véhiculés à dessein pour faire croire au peuple malien que c'est la Constitution que nous allons adapter à l'accord. Ce qui est faux et qui est vous étiez parmi ceux ou celles qui prônaient ces mêmes discours en 2017. Non. Je vous ai dit ici, on n'a jamais prôné ce discours. Nous, ça qui est là, vous a bien dit qu'il y avait plusieurs courants dans Ante Abana. Nous avons estimé que le moment n'était pas bien choisi. Le moment était inopportun pour organiser une révision constitutionnelle. Et nous voulions que ça soit inclusif. Je pense que s'ils avaient mis ce comité d'experts en place en 2017, le pays n'aurait pas connu les troubles. Non, ça n'avait pas été fait de la même. Il y avait peut-être que c'était le fond, mais la forme n'avait pas été mise sur la mise en place de ce comité. Donc c'était une question de personne finalement que le contenu du projet proposé? Non, c'était pas une question de personne, mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'était pas le comité qui était en cause en 2017, plutôt le contenu. Vous savez, en 2017, personne n'avait
Et personne ne monopolisait, n'avait le monopole de Ante Abana. Ante Abana, comme moi j'aimais à le dire, c'était les Maliens qui en avaient marre. Ils sont des gilets jaunes à la Voilà, française. bon, je ne parlerai pas de gilets jaunes parce que ne me mettez pas dans la bouche ce que je n'ai pas dit. Il y avait tout dans Ante Abana. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là parce qu'ils en avaient marre de leur quotidien. Ils en avaient marre de la cherté de la vie. Ils en avaient marre de la vacuité du panier de la ménagère. Donc c'est tous ces gens qui étaient réunis dans Ante Abana. Et c'est pour ça que ça n'a pas pu continuer, parce que peut-être que chacun avait une ambition différente, chacun était animé par d'autres choses. C'est pour ça que ça n'a pas pu continuer. Et je pense que M. Bati sait pourquoi ça n'a pas continué. Moi, je le sais pourquoi ça n'a pas continué aussi. Cette fois-ci, on sent cette unanimité autour de ces 4e essais finalement. Mais, comme il a dit, je ne crois pas que vous puissiez trouver quelqu'un aujourd'hui au Mali qui s'intéresse à la République et qui ne puisse pas vous dire qu'il faille aujourd'hui réformer, réviser la Constitution. L'opportunité ne se pose pas. Non, la nécessité se pose. Il y avait une question d'opportunité en 2017 qui n'est pas complètement bannée, mais entre-temps, il est passé les élections présidentielles qui ont été l'occasion de mettre à l'épreuve certaines institutions, de voir leurs limites et se convaincre qu'il faut aller vers ça. À ce titre, nous, au niveau de CDR, comme beaucoup d'autres, nous sommes aujourd'hui qu'on puisse réformer le processus électoral, qu'on revienne à la CENI, à sa création, pour la doter de toutes ses prérogatives, structures indépendantes, avec pouvoir d'organisation pleine et non de contrôle, qu'on dépossède l'administration. Nous sommes aujourd'hui pour la révision constitutionnelle, en ce sens qu'il y a question aujourd'hui par rapport au mode de nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Nous sommes aujourd'hui pour la révision, en ce sens qu'aujourd'hui, il est important que la séparation des pouvoirs est tout sauf réelle au Mali. Le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif. Le président de la République, selon la Constitution, est le chef suprême du Conseil suprême de la magistrature qui a pouvoir de mutation des juges. Le président de la République, selon la Constitution, a le pouvoir de nommer sur proposition par décret les membres de la Cour suprême. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Nous sommes qu'on aille vers aujourd'hui une démarche qui puisse vraiment rendre effective cette séparation, qu'on puisse enlever le président de la présidence de la République de la Société et en faire aujourd'hui ce qu'elle a dit. Je ne suis pas d'accord avec elle. Ce n'était pas ça l'objectif au niveau de l'Ante Abana. La révision en 2017, j'espère qu'elle ne soit pas motivée par cela cette année, était de transformer la Constitution pour la calquer sur l'accord. C'était ça qu'on lisait à travers le projet. Et qu'est-ce qu'on avançait comme argument? Que nous avons signé un engagement à Alger. Il faut le respecter. Et que cet engagement disait qu'il faut revoir l'architecture institutionnelle pour accroître ou améliorer la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques. J'aimerais que, à travers cette révision, et vous avez entendu le gouvernement dire que l'année 2019 sera une année d'élection sénatoriale, ainsi de suite. On l'a tous entendu. Qui parle du Sénat? C'est l'une des raisons de la révision. Nulle part dans l'accord, il n'est question du Sénat. Mais qu'est-ce qui a changé entre temps? En 2017, j'ai opposé à ce projet de révision parce que la situation sécuritaire ne s'y prêtait pas à une révision. Qu'est-ce qui a changé entre temps? C'est ce que je dis. En 2017, la situation sécuritaire était l'élément majeur de l'opposition de ce qui était au sein de Ante Abana. Mais entre-temps est passé les élections qui ont été l'opportunité d'évaluer certaines institutions et qui nous a amené à prendre conscience qu'aujourd'hui, il est urgent, par rapport même aux élections futures qu'on a devant nous, de revoir le processus d'organisation afin qu'il ne soit pas organisé dans les mêmes conditions que les présidentielles et qu'on ne soit pas amené à sortir dans la rue pour continuer les mêmes contestations et fragiliser le climat social. Voici la nécessité, la quiétude, l'esprit de paix qui nous donne. Et pour terminer à ce niveau, quand on parle de l'accord, vous en avez fait cas, on a signé, c'est ce qui a été avancé. Je vous mets au défi de tout le monde. Nulle part dans l'accord, il n'est question. L'esprit du Sénat, l'esprit dégagé dans l'accord qui est la participation, d'augmenter la participation des citoyens.
Nous avons des institutions aujourd'hui dans notre constitution qui ont été créées et qui jouent ce rôle. Le Conseil économique, social et culturel est un organe composé de qui? De représentants des syndicats, de représentants des collectivités, des Maliens de la diaspora, qui ont pouvoir de donner leur avis sur toute politique de développement économique. On va donner le temps à Fatma Savoir de réagir, qui nous tient après vous. Déjà, je voulais lui dire que si il dit qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir au Mali. Vous le contestez? Vous dites que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire est inférieur au pouvoir exécutif. Si c'était le cas, je crois que vous seriez en prison, monsieur Kati. C'est mon frère. Si c'était le cas, mais non, je vous l'ai dit. Qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature? S'il vous plaît, elle va terminer. Mais allez-y, mais non, soit elle ne comprend pas, ou elle fait semblant. Et puis je voudrais dire à monsieur Mohamed Batili que le bicaméralisme qui est et dont on fait cas dans l'accord, le bicaméralisme veut dire... Non, je ne parle pas, vous savez... Si vous ne permettez pas, ça allait vous permettre... Allez-y, madame, terminez. Vous savez ce que ça veut dire un parlement bicaméral? C'est quoi? Un parlement de chambre. Voilà, donc il en est fait cas dans l'accord. En fait, c'est le Haut Conseil des collectivités qui va sauter et que le Sénat va remplacer, tout simplement. C'est ça. J'ai clairement dit, vous dites que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne devrait pas adapter la Constitution à l'accord, mais c'est bien le contraire, c'est ce que je vous ai dit. C'est l'accord que nous allons adapter à la Constitution, qui est la loi fondamentale du Mali. Je vais vous lire l'article 3 de l'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les institutions de l'État malien prendront les dispositions requises pour l'adoption des mesures constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Cela veut dire que l'acte juridique qui relève des inconstitutionnalités sera corrigé et mérite d'être corrigé avec la révision constitutionnelle. Vous l'avez si bien dit, tant qu'on ne révise pas, il y a des manquements et il y a des insuffisances que nous ne pourrons jamais corriger. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, quand vous me dites que le Sénat n'est pas mentionné, peut-être que nous n'avons pas le même accord, le Sénat fait bien partie, c'est une deuxième chambre qui devra être créée et donc le Haut Conseil des collectivités devra sauter. Par contre, là où vous avez raison, il y a une violation flagrante à l'article 102 de l'accord, qui dit il y a l'article 6 de l'accord viole l'article 102 de notre Constitution, qui dit que les membres du Haut Conseil des collectivités assurent la représentation des collectivités territoriales. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés dans cette chambre. L'accord dit le contraire. Voilà où il y a des problèmes et il est urgent, il est même impératif d'aller vers cette révision pour corriger toutes ces inconstitutionnalités. Voilà pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles, comme vous l'avez si bien dit, vous avez tiré des leçons, peut-être des manquements liés à l'élection présidentielle. Nous qui sommes en politique, nous avons aussi des avantages qui sont liés, ou des inconvénients et avantages même, que nous voulons corriger et qui seront pris en charge par une révision constitutionnelle. Vous savez, là où on peut... Un document juridique, vous avez parlé de nécessaire. Nécessaire veut dire que ce qui est faisable, on le fait, ce qui n'est pas faisable, c'est cela nécessaire. Vous savez, un document juridique comporte un plan. Vous avez en tête le préambule, il dégage l'esprit. Le reste du corps sont des moyens pour pouvoir atteindre l'esprit dégagé dans le préambule. L'accord qui a été signé, il dégage un esprit clair, au-delà des principes d'intangibilité, tout ça, la forme républicaine. Il s'agissait des problèmes de gouvernance qui s'est traduit par l'exclusion, selon certains, de la gestion des affaires qu'il faille aujourd'hui reconsidérer à travers le remodélage de l'institution et de l'architecture institutionnelle. L'esprit étant tel, le reste du corps fait des propositions. Il revient, selon la Constitution, le contexte politique, de voir qu'est-ce qui, parmi les moyens, peut être apte à pouvoir atteindre l'objectif. Et je cause comprendre que les gouvernements en son temps ont estimé que pour renforcer la participation des citoyens dans la gestion des affaires locales, régionales et nationales, il faut ajouter
au Conseil économique, social, au Haut Conseil des collectivités, à l'Assemblée, une autre chambre, le Sénat. On dit, ok, c'est un moyen de plus de participation des citoyens. Mais à quel coût? Encore, il faudrait qu'on ait évalué et arrivé à la conclusion que le Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique et social ont failli, d'où l'exclusion de certains dans la gestion. Qu'on soit amené à la question, à la réponse que nous disposons des moyens, même s'il n'y avait pas de déficit, de pouvoir le faire. Vous adoptez, vous vous accoupez sur le Sénat. Vous en faites une exigence de l'accord pour le passer dans l'opinion et dont les conditions avaient été décriées par l'Anté Abana, dont le tiers avait été réservé au président dans son pouvoir de nomination. Moi, je ne vais même pas là. Vous savez combien coûte un député malien? Selon l'enquête d'un journaliste, 83 millions. Vous savez, j'ai été candidate aux élections législatives. Non, je vous le jure. Non, vous ne le savez pas. Si je le sais, non, monsieur. Combien coûte l'entretien d'un député malien? Je ne suis pas une activiste. 83 millions. Je ne suis pas une activiste. Vous multipliez 83 millions par 127 députés. Je suis une femme politique. J'ai été candidate aux élections législatives. Je vous ai écouté tout de suite. Écoutez-moi, je finis. Vous avez le malin plaisir. Excusez-moi, je vous l'ai dit. Voilà, 30 secondes. Justement, un député malien qui coûte 85 millions, 83 millions par an. Je le sais. Quand la présidente des régimes n'a pas été capable de gérer sa dotation en carburant, quand un pays en cessation de paiement, un pays est incapable de payer 20 millions de mandats, un pays qui est à terre, banqueroute, cessation, un pays qui est accablé par le vérificateur année par année, milliards de détournés, surfacturation, mauvaise gestion. Vous voulez encore nous imposer le Sénat budgétivore au moment où Macky Sall renonce au Sénat pour augmenter la condition de vie des Sénégalais, au moment où le Burkina Faso renonce le Sénat. Alors que Dieu nous en préserve, d'où la raison de ce cadre-là qui est un débat où on va venir dans ce cadre-là, on viendra débattre pour empêcher que ce projet machiavélique, ces intentions machiavéliques. S'il vous plaît, vous l'aurez compris, on ne pourrait pas rendre un verdict vraiment ce soir. Vous ne m'avez pas donné la parole de fin. 30 secondes rapidement. Ok, 30 secondes. Vous savez, ce que je retiens, c'est que quand M. Batik est pris dans ses contradictions, il se met en colère, il se met à hurler. Il vient de dire devant le monde entier, parce que c'est une célébrité, il a plus de fans que moi, il a des milliers de gens qui le suivent. Il vient de dire qu'on ne fait pas mention du Sénat dans l'accord. Ensuite, il dit que c'est parce qu'il est budgétivore. Je dis, vous avancez ça comme argument. Non, vous dites que vous ne l'avez pas. Le président le dit, vous le dites, que c'est l'accord qui demande le Sénat. Même ton gouvernement dit qu'on va organiser les élections sénatoriales avant la révision. C'est notre gouvernement. S'il vous plaît. C'est notre gouvernement. Vous êtes là pour défendre les actions de ce gouvernement. En fait, moi, je suis là pour décrier, désapprouver les actions. C'est ça la raison de ce débat. Nous ne sommes pas dans vos débats futiles. Mais c'est un débat scientifique. S'il vous plaît. Non, c'est vrai. S'il vous plaît. C'est votre gouvernement qui parle d'élections sénatoriales avant révision. S'il vous plaît. Alors, ça veut dire que vous avez un projet de créer un Sénat. C'est notre gouvernement. C'est l'accord qui se prend en charge. Et vous dites que vous mettez quiconque défi de le prouver, ensuite vous dites qu'il est budgétivore. Mais quand vous êtes pris dans vos contradictions, vous prenez un niveau. L'accord ne le dit pas. Et je suis désolé que vous ne le savez pas. Je suis désolé que vous ne savez même pas que le président est le président du Conseil suprême de la magistrature. Je suis désolé que vous ne savez même pas que c'est le président qui nomme les membres de la Cour suprême. Et vous dites que le petit J'ai cru savoir que vous faites un doctorat depuis. Non, madame, je suis nul. Mais je suis désolé. Au Sénégal, on est en train d'aller faire la réforme pour enlever le président du Conseil suprême de la magistrature. En France, on a fait pareil. Il est capable de renforcer les pouvoirs. Les deux affaires sont donc mises en délibéré. Le juge du tribunal de ce soir était Mohamed Youssouf Badjili, alias Razbat. Il est juriste, porte-parole du CDR. Fatmata Sako, elle est de la mouvance présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro du tribunal de l'actualité.